Alors que le procès de l'attentat du marché de Noël de Strasbourg s'est ouvert jeudi, celui du TGV d'Egeversheim débute donc demain, également à Paris. Souvenez-vous, le 14 novembre 2015, une rame d'essai de la LGV Est déraillée. Bilan 11 morts et 42 blessés. Certaines victimes étaient des amis et des proches de cheminots. Rappel des faits avec Grégory Fraise et Julien Baudard. Un coup de sifflet, comme un clin d'œil pour fêter l'événement. 28 septembre 2015, premier passage de la rame d'essai. Pendant plusieurs semaines, bardée d'équipements de mesure, elle doit tester le dernier tronçon de la ligne à grande vitesse Est pour mettre Paris à 1h40 de Strasbourg. Les allers-retours doivent s'enchaîner et le train rouler de plus en plus vite. Du classique pour la SNCF, c'est la 8e ligne à grande vitesse de France. Mais le 14 novembre, alors que le pays se réveille sous le choc des attentats de Paris survenus la veille, la campagne d'essai va tourner à la catastrophe. 15h04, la rame est filmée par un amateur, quelques instants avant l'accident. À l'abord d'une courbe, la rame déraille, percute un pont et se disloque. Les voitures sont éparpillées, la motrice arrière gît dans le canal. Sur les 53 personnes à bord, 11 sont tuées, les autres blessés, certaines gravement. C'est le premier accident mortel impliquant un TGV français. Ce drame terrible, c'est un accident vraiment apocalyptique pour reprendre le vocabulaire des pompiers. Étaient à bord principalement des techniciens, des experts, des ingénieurs, des compagnons en charge de réaliser ces essais. Principalement, pas vraiment. La moitié des passagers étaient des invités, dont des enfants, la plus jeune âgée de 10 ans. Fanny Marie en avait 25, elle fait partie des victimes décédées. Chez les cheminots, le choc est terrible. On ne pourra pas faire plus sécurisé que ce qu'on fait pour l'instant. On se dit comment ça a pu arriver, quoi. C'est quelque chose d'inexplicable. Les premières investigations permettent pourtant d'expliquer rapidement les causes du drame. Un freinage trop tardif. Le train devait franchir le pont à 176 km/h. Pour ça, il aurait fallu freiner avant le kilomètre 401. Manœuvre effectuée 1 km plus tard. Trop tard. L'accident est inévitable. Cet accident n'aurait jamais dû arriver. Faut-il, parce que les meilleurs étaient à bord, exclure un regard lucide sur ce qui s'est passé ? Nous ne le pensons pas. Une équipe d'élite filmée 3 jours avant l'accident. En cabine, l'ambiance est décontractée. La stratégie de freinage, discutée à pleine vitesse. Pour être à 3 devant le train, il faut freiner avant le 398. Oui, c'est d'accord. On n'a pas le choix. À quelques kilomètres de la courbe d'Egeversheim, tout le monde semble encore s'interroger. Mais après, c'est le 230 qui va être plus à 100 km/h à perdre sur 1 km 700. Ah, ça se perd. Ah bon, bah c'est bon. Ce jour-là, le pont est franchi sans problème. On sera meilleur samedi, on a mieux repéré le terrain. Ah non, on sera pas meilleur. Pourquoi on était très bien là? Ah oui, c'était bien, oui. Mais on peut être meilleur. Samedi, le jour du drame. 1 an plus tard, 3 membres de l'équipage sont les premiers à être mis en examen. Le conducteur, le cadre traction chargé de lui donner des consignes et le pilote traction en charge de certaines informations. Je suis quand même étonné que ce soit le dernier maillon de la chaîne qui soit tout de suite mis en cause. Ce dernier maillon de la chaîne, les agents en question ont appliqué des procédures à la lettre. Et le vrai questionnement est de savoir si ces procédures étaient justifiées, étaient pertinentes. En décembre 2017, la SNCF et sa filiale en charge des essais Sistra sont à leur tour mises en examen en tant que personne morale pour homicide et blessures involontaires. Les conclusions de l'enquête pointent du doigt une préparation insuffisante, une méconnaissance de la part des équipes, des briefings insuffisants, tout comme la coordination, un manque d'expérience, de communication et un manque de rigueur. À la justice désormais de déterminer les responsabilités de chacun et de faire toute la lumière. Depuis, les protocoles de mise en œuvre des essais ont été revus. Les familles, elles, se retrouvent chaque année sur le site, aménagé en jardin du souvenir. Le procès devrait durer 11 semaines. Nombre de questions restent aujourd'hui sans réponse, mais les attentes sont grandes. Nous avons interrogé Maître Gérard Chemla, avocat de 51 parties civiles dans cette affaire. Écoutez. Ce procès doit mettre en lumière les responsabilités de chacun. Qu'en attendez-vous ?
On attend d'avoir en face de nous ceux qui sont accusés d'être responsables de l'accident. Ils ne seront pas tous là. Un certain nombre ont bénéficié de non-lieux qui me semblent anormaux, mais bon, il y en a 6 qui seront là. 3 personnes physiques, 3 personnes morales. On va vouloir regarder les yeux dans les yeux ces gens-là, que ce soit les représentants ou que ce soit les auteurs directs, et écouter leurs excuses. Nous risquons malheureusement d'entendre beaucoup plus leur dénégation, leur fuite et la langue de bois que le chemin de fer multiplie dans cette affaire depuis l'origine. Une enquête avait démontré de nombreuses failles lors du test. Aurait-elle pu être évitée ? C'est une évidence. Vous savez, un TGV, normalement, ça ne doit pas dérailler. Ça a déraillé parce qu'il y a eu une addition d'erreurs, des erreurs commises dans la cabine de conduite, c'est-à-dire l'équipe de conduite qui a raté son freinage en le décalant de 2 km, c'est en freinant 2 km trop tard, et ils ont freiné 2 km trop tard, d'abord parce qu'ils n'ont pas été professionnels, et tout un tas de détails, je vous en fais grâce, et puis parce que l'organisation des essais ne gérait pas la sécurité. On a envoyé des gens qui n'étaient pas assez formés, on n'a pas travaillé sur les endroits où il fallait freiner, on a enlevé les contrôles automatiques de vitesse, c'est-à-dire que le train ne s'arrêtait plus tout seul, et on n'a rien mis à la place, si ce n'est des gens qui n'étaient pas nécessairement compétents. Le procès débute ce lundi, presque 9 ans après les faits. Aurait-il pu avoir lieu plus tôt ? Ce procès aurait dû avoir lieu plus tôt. C'est-à-dire que depuis pratiquement la première semaine, on sait ce qui s'est passé. Le rapport du BEATT a été déposé pratiquement 1 an et demi après l'accident. On avait les clés. Et depuis, on a perdu, je trouve, énormément de temps. Maintenant, il faut bien se souvenir, c'est un accident qui se produit le lendemain des attentats de Paris, qui a été totalement évacué parce que les attentats prenaient toute la place. Et nous considérons que le procès arrive bien trop tard. Bien trop tard. Maintenant, il vaut mieux trop tard que jamais, et nous allons y aller pour qu'enfin on puisse parler de ces gens-là.